Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur la série de webinaires autour de la data et de l'IA. Aujourd'hui, nous retrouvons pour la dernière session qui est dédiée à la sécurité autour de l'IA. Ouais, je me présente, Ronan Fertile, chef de projet marketing chez Oracle France, et je suis ravi d'être avec vous ce matin pendant 1 heure pour ce webinaire. Avant de rentrer dans le cœur du contenu, je souhaite vous rappeler que vous avez à disposition des formations sur Oracle University, donc qui vous permettent de monter en compétence sur les sujets du data management ou de nos offres cloud. Et autre proposition pour vous ce matin, nous vous proposons également de rejoindre notre groupe LinkedIn Objectif Cloud Oracle, donc qui est un groupe d'échange en français, donc qui compte une communauté qui compte maintenant plus de 1 000 membres. Donc, ce groupe vous permet de recevoir l'actualité de nos technologies, de suivre le programme de nos prochains événements et d'accéder au replay de cette série notamment. Et bien évidemment, vous pouvez poser vos questions à nos experts qui sont disponibles à n'importe quel moment. Il est possible d'accéder aux formations et au groupe LinkedIn en scannant les QR codes qui s'affichent à l'écran ou vous pouvez directement cliquer sur les liens qui vous sont partagés dans le chat. Revenons maintenant sur le programme de cette semaine Data et IA. Donc mardi, pour la première session, nous étions sur des concepts et des solutions d'infrastructure, donc les technologies notamment les bases de données, la vectorisation de la donnée, tout ce qui est langage naturel, qui font les briques qui vous permettent de monter ces projets d'intelligence artificielle. Mercredi, on est rentré dans les cas d'usage, dans les bénéfices que l'on attend de ces nouveaux projets autour de l'IA. Donc, on a commencé par les secteurs du retail et manufacturing, et ensuite l'après-midi avec la finance. Jeudi, nous avons continué ces sessions industrie, donc le matin avec les secteurs de l'énergie, les services et la télécommunication, et l'après-midi avec le secteur public et la santé. Enfin, aujourd'hui, on se retrouve sur cette dernière session avec un sujet qui concerne tout le monde, qui est la sécurité. Donc, ces projets d'IA qui vont embarquer des challenges autour de la sécurité. Donc, nous allons retrouver dans un instant nos intervenants de cette session et j'en profite pour vous rappeler que nos experts sont à votre disposition durant la prochaine heure. Donc, n'hésitez pas à utiliser le bouton Q&R de Zoom pour nous faire parvenir toute question, doute ou réaction. Donc voilà, le slide du Safe Harbor qui atteste que les contenus qui seront traités aujourd'hui n'ont pas valeur de contrat. Et tout de suite, je vais vous présenter nos intervenants. Donc avec nous ce matin, Vincent Mercier, Technology Specialist Engineer chez Oracle France, Eduardo Serra, Cloud Solution Engineer chez Oracle France, et enfin Hakim Lomi, Product Manager Security Data and AI chez Oracle Corporation. Et Hakim, je te laisse tout de suite la parole et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Bonjour, merci Ronan. Bienvenue à tous. Alors, comme vous avez vu toute la semaine, évidemment, vous avez vu différents cas d'usage, différentes pratiques de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute, l'intelligence artificielle a vraiment révolutionné la, la manière dont on va aborder aujourd'hui les systèmes d'information. Tous les secteurs sont touchés, tous les secteurs sont impactés et y trouvent évidemment un intérêt. Malheureusement, ce qui va être bénéfique d'un côté va évidemment proposer, enfin, évidemment, engager de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Il faut savoir qu'un dernier rapport d'IBM démontre il y aurait désormais une attaque toutes les 39 secondes et un ransomware toutes les 19 secondes. Ça veut dire que l'IA a permis d'accélérer les choses, a permis de rendre aujourd'hui les attaques beaucoup plus massives et offensives et surtout, bien entendu, bien plus efficace. Malheureusement, la majorité de nos clients aujourd'hui, alors que ce soit nos clients ou d'autres, toute personne qui aujourd'hui déploie un projet d'IA, considère assez mal la partie sécurité. 90% d'entre eux disent qu'ils ont besoin de se faire aider par une partie tierce, car ils n'ont pas le type de compétences nécessaires, aussi bien sur les composants à sécuriser que la manière dont ils devraient les sécuriser. Alors évidemment, ce qui est aussi important, c'est de comprendre que désormais le visage, le paysage des attaques a lui-même évolué et a lui-même changé. Vous voyez sur le slide deux pilars. Le premier étant toute la partie offensive. Donc aujourd'hui, désormais, les attaquants ont
beaucoup plus de moyens à leur disposition pour pouvoir attaquer, pour pouvoir mener efficacement leurs attaques. Et évidemment, de l'autre côté, côté défense, eh bien, on s'expose aujourd'hui à beaucoup plus de risques encore, et notamment les données qui vont être des données sensibles qui peuvent être exfiltrées, qui peuvent être impactées. Donc, il faut à chaque fois trouver le bon équilibre entre est-ce que je vais déployer rapidement un projet d'IA ou alors est-ce que je privilégie mes systèmes existants et je vais essayer de trouver un compromis au niveau de la sécurité. Ça pose de véritables défis pour les RSSI, notamment sur la complexité des environnements. Un système d'IA, alors évidemment, quand on parle d'IA, on ne va pas parler forcément et uniquement de ChatGPT. Ce qu'on veut, c'est bien entendu utiliser la puissance d'un système d'IA pour pouvoir retrouver des informations qui se trouvent à l'intérieur de notre entreprise, de manière à pouvoir évidemment utiliser cette puissance du langage naturel au profit des données business et des données qui sont mis en partage au sein de l'ensemble des services d'une entreprise. Donc, tout ce qui est derrière, en fait, il y a une multitude de couches, nouvelles couches. Ça complexifie les environnements, ça complexifie, bien entendu, les composants à devoir sécuriser. Il y a un véritable manque de compétences. On souffre déjà malheureusement d'une vraie pénurie d'experts en cybersécurité tout court. Mais en plus, avec l'IA, on vient encore ajouter finalement un besoin qui déjà est créé. Évidemment, il va falloir aussi gérer de nouvelles menaces et le shadow AI en fait partie, c'est-à-dire l'utilisation d'un outil de type IA sans l'accord préalable au sein de l'entreprise. Donc, typiquement, si votre entreprise vous interdit d'utiliser ChatGPT et que vous y trouvez, vous, en tous les cas, un intérêt à l'utiliser, eh bien, ça s'appelle le shadow AI. Vous le faites sans l'accord de votre entreprise. Là, vous prenez évidemment le risque d'exposer des informations sensibles de votre entreprise, mais aussi, vous ne savez vraiment pas ce que l'IA va réellement faire en tous les cas, des IA publics, fera de vos données. Et bien entendu, n'oublions jamais qu'il y a aussi le pendant de la réglementation. La réglementation s'attarde évidemment sur les données, NIS2, DORA, CRA, la GDPR et bien entendu l'IA Act. De toute façon, que vous faites de l'IA ou pas, il y a de la donnée à traiter et vous serez obligé de vous mettre en conformité par rapport aux réglementations. Donc, lorsqu'on parle de sécurité, il faut vraiment penser sécurité de manière globale au niveau applicatif, au niveau des données, au niveau des modèles, au niveau de l'infrastructure et au niveau de la manière dont on va faire l'usage de ces informations. Jetons un petit œil sur le top 10 du OWASP. Donc aujourd'hui, on voit très clairement que les risques que font peser les IA génératives et les applications à base de LLM, en fait, les font peser sur les data elles-mêmes. La numéro une étant la prompt injection. Et ensuite, vous voyez, vous avez aujourd'hui un panorama d'attaques possibles qui sont vraiment très, 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 très larges. Alors, pour bien comprendre ce qu'il faut sécuriser, il faut comprendre quel est le cycle de vie d'une donnée au sein d'un système d'IA et tous les composants qui s'interfacent. Vous avez donc vos données d'entraînement qui vont évidemment créer un LLM. Vous pouvez fine-tuner ce LLM avec des données de spécialisation. Ça peut être évidemment des documents ou autres. Ensuite, vous pouvez interroger votre LLM, ce qu'on va appeler l'inférence, donc la définition de votre besoin. Donc, vous allez prompter et ce LLM va à chaque fois répondre à vos exigences. C'est bien dans un premier temps, mais ce que les entreprises veulent, c'est évidemment utiliser leurs données métiers. Et leurs données métiers se trouvent dans l'immense majorité dans des bases de données. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser la puissance des bases vectorielles, dont on va vous présenter le concept, de manière à ce que l'inférence puisse aller récupérer des données qui soient à jour et beaucoup plus pertinentes par rapport à votre système, de manière à ce que vous ayez comme ça une réponse qui soit en adéquation avec votre vrai besoin. Alors pour cette partie-là, pour vous expliquer le concept notamment de RAG et de Vector Search, je vais laisser la parole à mon collègue Vincent Murcy. Merci Hakim pour cette belle introduction. Donc, effectivement, donc on va rentrer tout de suite dans le sujet. Donc,
Le sujet de Vector Search et RAG, c'est un vaste sujet. Je vais essayer de vous l'expliquer en 10 minutes. Alors, commençons par la database Oracle Database 23AI. Donc, la 23AI apporte ces nouveautés. L'un des challenges les plus importants aujourd'hui pour les entreprises, c'est vraiment l'explosion des volumes de données et notamment des volumes de données non structurés. Ce qui reste vraiment difficile en termes d'exploitation, exploiter efficacement ces données-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 23AI, on dispose de fonctionnalités telles que le machine learning, qui existe déjà depuis plus de 20 ans, hein, mais surtout qu'on va apporter une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle l'AI Vector Search. Ce sera l'objectif de ma présentation. Et évidemment aussi pouvoir tirer parti de toute l'activité autour de l'IA générative. Alors, un concept important à comprendre, c'est la recherche par similarité. Donc, la majorité des données aujourd'hui ne suivent pas des formats structurés tels que les images, les vidéos, les documents texte. Donc, ces données représentent réellement une richesse inexploitée, en fait, pour la plupart des entreprises, euh, car les outils traditionnels aujourd'hui de recherche ne permettent pas d'analyser ces fichiers efficacement. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que ça va ralentir réellement la prise de décision et limiter en fait la valeur tirée de ces ressources. Donc, par exemple, pour trouver en fait une information précise dans une base de données et d'images, euh, c'est un défi colossal et quasi impossible sans utiliser en fait des solutions modernes telles que la recherche par similarité. Elle va permettre de répondre à ces différents challenges. Euh, Voici un exemple typique d'un mode de fonctionnement effectivement d'une recherche par similarité. Premièrement, les fichiers, les documents ou autres formats de type CLOB ou BLOB, donc des formats binaires, hein, sont chargés initialement dans la base de données, dans des tables. Deuxièmement, en fait, ces données sont converties en vecteurs numériques grâce à des modèles d'embedding. Euh, Ces modèles d'embedding peuvent être des sources ouvertes ou des sources réellement commerciales. Ensuite, les données sont vectorisées, donc ces vecteurs représentent en fait des données et sont stockées dans des informations plus proches des informations métiers, et elles sont mises à jour automatiquement lorsque les données changent. Donc ça, c'est un concept très important dans la recherche par similarité. Et enfin, donc, on interroge ces vecteurs pour identifier ceux qui sont les plus similaires à la requête donnée, pour ensuite en ressortir des résultats en dernière étape, hein, les résultats les plus pertinents qui sont retournés par le moteur de recherche en s'appuyant sur les vecteurs identifiés. Donc, ce schéma va vous permettre de trouver les informations les plus vitales réellement, donc en s'appuyant sur des recherches sémantiques plutôt que sur des mots-clés. En quoi aujourd'hui la solution Oracle est meilleure par rapport aux autres solutions? C'est que concrètement, vous allez pouvoir justement donc, mettre en place, comme l'a expliqué Hakim, euh, toutes les solutions de sécurité pour protéger la donnée qui est consommée, qui est générée au travers effectivement de la fonctionnalité d'AI Search Vector. Pour bien comprendre le mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'un vecteur, hein, tout simplement? Donc, la recherche vectorielle, c'est une méthode qui va transformer des données complexes, comme des images ou des documents, en un vecteur mathématique. Donc, ces vecteurs vont capturer les caractéristiques essentielles hein, de vos données et vont permettre de rechercher des éléments similaires en fonction de leur signification plutôt que des simples mots-clés. Donc, c'est vraiment le principe essentiel de la recherche vectorielle. Donc, se baser sur les capacités sémantiques du processus. On prend un exemple concret donc, par exemple, dans une recherche immobilière, un vecteur peut inclure en fait des caractéristiques comme le style architectural, le nombre d'étages, le nombre de pièces dans la maison, éventuellement aussi identifier les matériaux utilisés en fait dans la construction pour identifier en fait des maisons similaires. Donc ces vecteurs fonctionnent comme des empreintes digitales numériques qui vont faciliter réellement la correspondance rapide et précise de l'information qu'on souhaite rechercher. Un exemple hein, de recherche par similarité par rapport à notre cas d'usage, on va estimer que deux maisons qui partagent des caractéristiques similaires, en fait, hein, style architectural, matériaux, nombre d'étages, nombre de pièces, sont représentées par des vecteurs dans l'espace.
Donc là, on est dans un cas simple, un espace à 2 dimensions. Mais imaginez en fait des multitudes de dimensions, des centaines, des milliers de dimensions. Euh, on va considérer que du coup, lorsque une maison en fait est éloignée en fait de la recherche qu'on souhaite identifier, les caractéristiques sont éloignées dans cet espace vectoriel. Donc l'approche utilisée pour rechercher ces éléments similaires en fait dans des grandes bases de données comme des recommandations d'objets ou d'images bah, reste particulièrement efficace grâce à cette fonctionnalité de recherche par similarité. Euh, allons un peu plus dans les détails pour savoir comment fonctionne réellement l'A-Vector Search dans la base de données. Donc on va utiliser en fait la notion d'embedding évidemment. Donc on prend le cas effectivement d'une image en entrée, donc un chat typiquement, donc elle est envoyée en fait par le client chargée dans une table en format blob ou club. Euh, L'image est transformée en vecteur numérique grâce à une fonction SQL, l'embedding, que l'on voit juste au-dessus, et on va capturer les caractéristiques de l'image. Les vecteurs ensuite sont stockés dans la base de données, d'accord, mais les données déjà présentes aussi dans la base de données vont aussi subir ou ont déjà subi effectivement le mode de transformation en vecteur, grâce à la même fonction notamment, et vont enrichir réellement voilà, euh, votre, vos informations de manière numérisée, donc grâce à ces vecteurs. Ensuite, dernière étape, donc une recherche est effectuée sur la base de données pour trouver les vecteurs les plus proches, comme on l'a vu dans le slide précédent. Et l'idée, c'est de pouvoir en sortir des images les plus similaires, les plus proches de votre requête initiale, évidemment, et avoir des correspondances qui sont très pertinentes. Donc, une fois qu'on a abordé en fait cette notion de recherche par similarité au travers de la recherche vectorielle, pourquoi l'IA aujourd'hui, donc pourquoi intégrer aussi l'IA générative, donc l'idée c'est de pouvoir faire collaborer ces deux systèmes en utilisant effectivement le langage naturel. Donc grâce effectivement à ce qu'on va appeler effectivement la notion de RAG, Retrieve Augmented Generation, c'est pouvoir interconnecter l'IA générative avec la recherche par similarité. Euh, Prenons un exemple concret. Donc, vous avez un chatbot qui est interconnecté en fait au LLM. Donc, vous allez poser en tant qu'utilisateur, donc poser votre question en langage naturel, une question assez classique. Ensuite, cette question sera transmise euh, et va récupérer les informations au travers de la recherche par similarité sur vos données privées, évidemment, d'entreprise, pour trouver réellement l'information pertinente. Les résultats ensuite sont formatés en prompt et contexte pour le LLM, évidemment, et l'utilisation des données à jour, comme les inputs qui sont fournis par la base de données, en fait, réduit considérablement le risque d'hallucination des LLM, c'est-à-dire le LLM peut potentiellement en fait vous induire en erreur ou construire une réponse qui reste syntaxiquement, on va dire, correcte, mais foncièrement incorrecte par rapport à ce qui existe dans son modèle de données. Et enfin, donc, le chatbot va vous retourner finalement en fait, une réponse de haute qualité à l'utilisateur, puisqu'on s'est appuyé sur vos propres données privées. Donc, l'objectif principal, c'est vraiment d'augmenter en fait, la précision de ces réponses en ancrant les LLM dans des données d'entreprise fiables et actualisées, plutôt que de laisser générer des réponses basées uniquement sur son entraînement initial tel que les LLM. Vous avez bien compris, donc l'intérêt aussi d'utiliser en fait la base vectorielle dans Oracle, c'est réellement combiner, donc évidemment donc analyser en fait les données non structurées et les relier aussi en fait à des données qui sont de type relationnel. Donc on va prendre un exemple concret. Donc revenons sur la recherche immobilière. Donc imaginez un client à la recherche d'une maison, il télécharge, il upload une photo de sa maison idéale dans l'application. Grâce à la recherche vectorielle, donc le système va analyser cette image pour extraire des caractéristiques sémantiques voilà, similaires, comme le style architectural ou la taille. Et ces données sont ensuite croisées avec des informations relationnelles de la base, telles que le prix, l'emplacement de la maison, pour proposer des maisons réellement similaires. Donc cette combinaison en fait unique de technologies améliore considérablement l'expérience utilisateur
et va réellement optimiser en fait le résultat de votre recherche. Donc vous avez bien compris que du coup, le fait d'avoir une base de données convergée combinée avec une base de données autonomous va vous permettre de vous fournir une plateforme simple, unique, pour vous éviter effectivement ces problèmes d'intégration qui peuvent intervenir sur des solutions qui sont tout à fait éclatées. Donc réellement, pouvoir converger et utiliser comme un seul CEO. Gros avantage aussi de la solution, c'est que concrètement, on va utiliser qu'un seul langage, quel que soit en fait votre type de données, ça sera le SQL, que ce soit effectivement interroger des données structurées, non structurées, relationnelles, analytiques et vectorielles. On va le faire au travers d'une seule et même plateforme d'interrogation qui s'appelle SQL. Enfin, donc voilà, vous avez bien imaginé tout ça. Donc, avoir une solution simple, intégrée par rapport à ce que peuvent faire nos concurrents. Donc, vous avez le tout dans un seul et même conteneur. Et aujourd'hui, je vous invite effectivement à utiliser, en fait, à transformer vos défis en réellement solutions stratégiques pour votre entreprise et d'innovation. Je vais passer la main à Hakim pour traiter la partie sécurité. Merci Vincent. Alors revenons donc sur notre schéma avec l'ensemble des composants. La partie que vous voyez en jaune, c'est une partie qui est vraiment liée à l'infrastructure. Donc tout à l'heure, Eduardo vous en dira beaucoup plus. Sur la partie, en revanche, de Vector Search et de RAG, je vais vous montrer en fait un cas d'usage en m'appuyant sur la petite application que Nicolas vous a présentée mardi. Je vous envoie, évidemment, je vous invite pardon, à revisionner cette, cette vidéo, merci. Et donc, pour juste revenir un petit peu sur les détails de cette application. Il s'agit en fait de gestion de câbles diplomatiques. Donc, les câbles diplomatiques sont en fait des communications entre différentes ambassades et entre elles déjà et vis-à-vis, par exemple, de consulats ou alors du gouvernement du pays en question. Ces câbles diplomatiques sont extrêmement sensibles et chaque personne qui se trouve à l'intérieur d'une ambassade peut avoir des accès et selon son degré d'habilitation, il pourra voir la totalité des câbles ou pas. Donc l'application que Nicolas avait créée mardi permettait d'injecter des câbles, de les convertir au format JSON, puis ensuite de les transformer de les morceler, soit via des chunk algorithmes, puis ensuite de pouvoir les charger sous forme de vecteurs dans la base vectorielle, de manière à ce que l'application Apex qu'il a développée puisse discuter avec le LLM qu'il avait téléchargé depuis Oliama. Donc vous avez une multitude de LLM que vous pouvez utiliser. Et tout ceci représente en fait un environnement RAG et l'application Apex va discuter avec la base vectorielle, le modèle LLM, de manière à récupérer des informations beaucoup plus pertinentes. Cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin en termes de sécurité. On va ajouter justement des degrés d'habilitation. On va partir du principe que tous les câbles diplomatiques qui sont générés et produits doivent évidemment avoir un niveau de sensibilité. On va identifier plusieurs niveaux de sensibilité en partant du bas jusqu'au le moins critique jusqu'au plus critique vers le haut. Donc, le câble peut être tout à fait non officiel, et dans ce cas-là, tout le monde peut le voir. Il peut ensuite passer en niveau officiel, après officiel sensible. Donc là, cette fois-ci, les personnes qui n'auraient pas évidemment l'habilitation officielle sensible ne pourront pas le voir, puis protégé, puis secret, puis top secret. Donc vous voyez bien en fait que c'est ascendant. Une personne qui posséderait le niveau top secret peut bien entendu voir l'ensemble de tous les câbles. Celui qui a le niveau secret peut voir tout ce qui est en dessous, mais ne peut pas voir les top secrets. Vous voyez un petit peu les niveaux. Chaque câble va donc être labellisé et à l'intérieur de la base de données, le vecteur sera lui-même donc labellisé. Ensuite, vous avez une répartition géographique donc de l'ensemble des ambassades. Les ambassades, évidemment, sont à l'intérieur d'un pays qui est lui-même à l'intérieur d'une plaque continentale. Et ensuite, vous avez au-dessus une entité qui peut être amenée à avoir la totalité des continents. Donc, ici, on reprend la totalité des continents existants et pour chacun des continents, certains pays où se trouvent les ambassades, puis les villes où les ambassades se situent.
Partons maintenant du principe que plusieurs personnes se connectent à cette application pour aller demander justement à l'IA de lui dire ce qui se passe, soit dans un pays, soit dans un continent, ou alors sur l'ensemble du globe. En fonction aujourd'hui de son degré d'habilitation, il faut absolument que l'application soit en capacité de restreindre cet accès. Donc, prenons l'exemple de F. Jenkins, qui lui se trouve au niveau global, ce qui signifie qu'il peut voir la totalité des câbles diplomatiques à travers le monde, et il est de niveau top secret, ce qui signifie que vraiment il peut voir la totalité de tout ce qui est généré. Un deuxième utilisateur, T. Williams, qui lui ne se trouve que sur la plaque africaine, donc il ne peut voir que les câbles émanant d'un pays d'Afrique, mais de niveau secret, ce qui signifie que tous les câbles de niveau top secret, il ne doit pas les voir. Envisageons donc une troisième personne, donc c'est Tan, qui elle se trouve en Asie, qui ne peut voir donc que les câbles asiatiques, pardon, et de niveau top secret. Donc elle peut voir la totalité des câbles générés. Et enfin, un dernier cas d'usage, O Tonkin, qui lui se trouve en Namibie et qui ne doit voir que les câbles générés dans ce pays-là et qui sont de niveau protégé. Donc il ne peut pas voir, il ne doit pas voir les niveaux secrets et top secrets. Vous voyez, comme ça, à travers différents cas d'usage, ça vous permet de mieux comprendre le réel usage qui est fait d'une IA. Lorsque vous allez, par exemple, sur ChatGPT, si vous vous connectez, tout le monde peut voir ce que le LLM a à l'intérieur de ses données d'entraînement. L'idée, c'est que, bien entendu, lorsque vous allez mettre un LLM en combinaison dans un système RAG avec vos données business, il faut absolument s'assurer que toute personne qui se connecte à votre outil d'IA ne voit que ce qu'il a le droit de voir. Et il faut faire très attention parce qu'un modèle LLM, par définition, va vous répondre. Son objectif, c'est de toujours vous répondre. Alors, on lutte contre l'hallucination en implémentant justement du RAG, mais le problème, c'est que lui, il va vraiment vous donner tout ce qui est similaire à votre question, dans la mesure où, avec l'index de similarité dont Vincent vous a parlé, eh bien, il va vous renvoyer ces informations. Donc, l'idée ici, c'est de vous présenter un véritable cas d'usage pour empêcher ce type, finalement, d'exfiltration et d'exposition de données sensibles que l'on va appeler la prompt injection. Alors, pour cela, je vais vous montrer donc la petite démo qui s'appuie encore une fois sur le même logiciel que, en tous les cas, l'application Apex que Nicolas a développé mardi. Donc ici, on va se connecter avec l'utilisateur F. Jenkins. Donc pour rappel, ce personnage est de niveau global et peut voir tous les câbles de niveau top secret. Donc en fait, il voit tout au niveau du globe. Dans l'application, la première des choses, c'est que là, ici, je vous montre pour vous rappeler la différence entre chacun des utilisateurs. Vous voyez qu'une politique Secure Câble a été appliquée et vous retrouvez pour chacun des utilisateurs son degré d'habitation et le pays auquel, ou en tous les cas, la plaque sur laquelle il peut accéder. Ensuite, on voit la liste des câbles. Donc, pour F. Jenkins, il a accès à tous les câbles de tous les pays. Et vous voyez, quel que soit leur niveau, protégé, secret, officiel, de toute façon, il va pouvoir tout voir. Et vous pouvez ici constater que tous les pays sont accessibles, quels que soient les continents. Donc, on va avoir de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Asie, etc. Donc, cet utilisateur peut vraiment tout voir. Et là, sur la partie prompt, il va juste demander qu'est-ce qui s'est passé, enfin, qu'est-ce qu'il se passe actuellement en Afrique. Donc, l'index de similarité, évidemment, va aller chercher les informations dans la base vectorielle, puisque les câbles ont été chargés via JSON. Et ensuite, vous voyez ici que la réponse va lui renvoyer tout ce qui s'est passé dans les pays d'Afrique. Si je change pour l'Europe, eh bien, comme de toute façon, je suis de niveau global, je récupère les informations de ce qui s'est passé, de ce qu'il se passe en Europe. Donc, je vois vraiment ce qui se passe réellement en fonction de tous les câbles diplomatiques qui viennent d'être injectés. Donc, ils ont été injectés il n'y a pas très longtemps. L'avantage du RAG, c'est que vous avez des données qui sont toujours à jour. Ensuite, je vais évidemment changer, je vais aller voir au niveau de l'Asie, et là, encore une fois, je vois ce qui se passe en Inde, au Sri Lanka, en Chine, etc. Donc, cet utilisateur a bien accès à tout, et c'est ce que je voulais de toute façon.
Prochaine étape, je vais changer d'utilisateur et je vais me mettre sur un utilisateur qui est un peu plus restreint. Donc là, on va utiliser Cetan, qui se trouve en Asie, et qui, elle, a elle aussi la capacité de voir tout ce qui est top secret. Regardons les câbles auxquels elle a accès. Et là, vous voyez qu'en fait, elle a donc accès à tous les câbles, mais de l'Asie uniquement, de tous les pays où une ambassade, de tous les pays asiatiques où une ambassade se trouve. Même chose, on va donc poser la même question. Qu'est-ce qui se passe actuellement donc pour elle, ça va être au niveau de l'Asie. Donc, elle va avoir les informations, puisque c'est ce que l'on veut. Elle a l'habilitation, donc elle voit ce qui se passe en Inde, en Chine et au Sri Lanka. En revanche, si elle décide de demander ce qu'il se passe en Afrique, là, elle n'a pas l'habilitation. Or, le modèle LLM, puisqu'il a cette capacité, pourrait être amené à lui donner. Mais comme nous avons mis une partie de sécurité sur les degrés d'habilitation, vous voyez qu'il lui dit qu'il n'y a rien en Afrique. Il ne lui dit pas qu'elle n'a pas accès à l'Afrique. Il lui a juste dit il n'y a rien sur l'Afrique. On verra après pourquoi et qu'est-ce qui se passe derrière. Changeons d'utilisateur et passons donc sur l'utilisateur T. Williams, qui lui est basé en Afrique et qui ne voit que les documents de type secret. Donc, il ne voit pas ce qui est top secret. Encore une fois, vous voyez bien qu'on est filtré et il n'a que accès aux différents câbles de la plaque africaine. Même chose. On va donc poser la question, qu'est-ce qui se passe actuellement en Afrique? Et donc là, on veut évidemment qu'il y ait une réponse. Donc c'est ce qu'il va évidemment pouvoir obtenir, puisque l'index de similarité va pouvoir aller chercher dans la base vectorielle, et en plus, on l'autorise à le voir. Donc on affiche de nouveau ce qui se passe en Sierra Leone, au Nigeria, dans la Corne de l'Afrique, etc. Maintenant, si on décide de changer la question pour savoir ce qui se passe en Asie, et là encore une fois, on ne veut surtout pas qu'il puisse le voir, et là de nouveau, le modèle nous dit il n'y a pas d'information pour ce qui se passe en Asie. Donc encore une fois, il ne lui dit pas qu'il n'a pas les accès, il lui dit juste je n'ai rien à te proposer, il n'y a aucun câble diplomatique. Finissons par Otonkin, donc qui lui est basé en Namibie, et qui ne doit voir que la Namibie. Et là, de niveau protégé. Donc vous voyez que lui, en fait, il ne peut voir qu'un seul câble qui est de niveau protégé et qui provient de l'ambassade située en Namibie. Même chose, on va donc poser la question, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement donc en Afrique? Et là, vous allez voir que je demande en Afrique. Donc je ne dis pas ce qui se passe en Namibie. Et donc, fatalement, là, on me donne toutes les informations qui se passent en Namibie et pas en Sierra Leone, dans la Corne d'Afrique, etc. Vous voyez bien que la réponse est restreinte uniquement à son champ, à son périmètre d'accès. Et si je lui demande que se passe-t-il en Asie, de nouveau, il n'y a rien en Asie. Alors, réellement, si on regarde derrière, je vous montre l'envers du décor, vous verrez que dans la requête SQL, on utilise à chaque fois qu'on se connecte, on utilise en fait une politique de sécurité, Secure Cable, et ensuite on identifie la personne qui se connecte. Donc ici, je me reconnecte avec T. Williams et je vais lancer exactement la même requête, vous voyez, avec que se passe-t-il en Afrique? C'est exactement la même requête. Je vais interroger donc mon vecteur de similarité pour essayer de trouver des informations. Et comme vous le constatez, ici, la base vectorielle me renvoie tous les câbles qui correspondent à cette demande, mais par rapport à son habilitation. Donc tout ce qui se passe en Afrique, de type, quel que soit le type de classification du câble. Si je me connecte cette fois-ci avec Otonkin, qui lui ne voit que la Namibie, en exécutant exactement la même requête, je n'ai rien changé, si ce n'est le contexte de connexion. Vous voyez que la base vectorielle me renvoie uniquement les câbles provenant en fait de l'ambassade de Namibie. Ce qui permet en fait très facilement, après au LLM, de travailler sur cette réponse, puisque en fait, l'information qui est envoyée au LLM a déjà été restreinte, elle est déjà filtrée. Donc le LLM n'a plus à inventer quoi que ce soit, il récupère des informations et ces informations correspondent exactement au degré d'habilitation. Alors qu'est-ce qui se passe derrière? En fait, on va utiliser la puissance de la base de données Oracle
Et derrière, vous avez ce qu'on appelle label security. Chaque câble a été labellisé par un degré d'habilitation, donc un degré de sensibilité, top secret, protégé, secret, etc. Et en se connectant uniquement avec un utilisateur, chaque utilisateur, en fait, a le droit d'accéder à tel ou tel label selon sa zone géographique. Donc, Oracle, le moteur Oracle, juste dans sa connexion de session, c'est déjà ce que cet utilisateur a le droit de voir ou pas. Et donc, du coup, il n'y a plus rien à gérer au niveau de l'application et il n'y a plus rien à gérer au niveau du système IA, puisque la requête, qui est la même pour tout le monde, ne renverra que les informations qui correspondent au contexte de la personne qui s'est connectée. Tout ceci va éviter donc la prompt injection, puisque la prompt injection, l'idée qui est sous-jacente derrière, c'est d'aller poser des questions sur des sujets qui ne sont pas normalement censés être exposés pour une personne qui se connecte. Alors, vous pouvez encore aller durcir les systèmes en utilisant par exemple des systèmes de type RAS, Real Application Security ou VPD, où là, cette fois-ci, on va encore restreindre virtuellement ce que le modèle a le droit de voir. Vous pouvez aussi durcir avec Database Vault toute personne qui va se connecter et tout type d'action. Là, ça peut avoir évidemment un intérêt sur les phases d'entraînement, puisque lors des phases d'entraînement, vous pouvez vous assurer que les gens qui se connectent pour entraîner votre modèle LLM sont bien les bonnes personnes et qu'elles ont accès aux bonnes informations et qu'elles font les bonnes choses que vous souhaitez. Ça évite en fait toutes les interférences et toutes les tentations, les tentatives d'empoisonnement des données ou alors d'attaques adversaires, etc. Vous avez aussi, bien entendu, d'autres outils qui sont déjà présents dans la base Oracle. C'est des outils de monitoring qui vont évidemment pouvoir s'assurer que ce que vous êtes en train de faire sur la base de données, ce sont des choses qui vont être tracées, ce qui vous permettra justement après de retrouver éventuellement les tentatives de prompt injection et de pouvoir les corriger si, au besoin, ou alors de pouvoir, bien entendu, vous aider à vous mettre en conformité en vous assurant d'avoir des rapports qui vont confirmer que telle ou telle donnée sensible n'est pas exposée ou alors n'est pas divulguée. Vous allez aussi pouvoir utiliser ce qu'on appelle les fonctionnalités de masking. Donc le masquage peut avoir un intérêt très très important lors de l'entraînement. Si par exemple vous voulez entraîner votre propre LLM avec des données personnelles, mais en enlevant leur degré de sensibilité, ça peut être aussi intéressant lors de la phase de fine-tuning, si vous voulez encore une fois euh, sur-entraîner un modèle LLM avec des données personnelles, mais encore une fois en les anonymisant pardon, au préalable. Et ça a aussi un intérêt lors des phases de prompt, lorsque en production, vous voulez par exemple interroger d'autres systèmes qui n'auraient pas de labellisation par exemple, mais dont vous souhaiteriez masquer la sensibilité de certaines informations. Évidemment, vous pouvez chiffrer les bases de données. Vous voyez donc que l'intérêt finalement d'avoir une base de données Oracle qui peut gérer l'ensemble des moteurs, tout type de moteur, NoSQL, Graph, évidemment vectoriel, tout ça dans la même base de données, vous permet en fait de tirer parti de solutions qui sont déjà éprouvées, des solutions de sécurité déjà éprouvées depuis bien longtemps, depuis des décades. Et bien entendu, vous allez aussi pouvoir vous assurer que la totalité de la surface d'attaque des personnes qui souhaiteraient accéder à ces informations, via IA ou pas d'ailleurs, eh bien, soit bien sous contrôle. Si vous êtes intéressé pour mieux connaître plus en détail chacune de ces solutions, je vous invite à aller voir les labs. J'ai créé plusieurs labs sur tous ces différents produits où pas à pas, vous pouvez gratuitement mieux comprendre en détail de quoi ils retournent. Je vous invite aussi à nous retrouver une fois par mois sur le Ask Tom, où vous pouvez poser l'ensemble de vos discussions, de vos questions, pardon, et enfin de pouvoir, je vous invite à lire ou relire le e-book que nous avons fait, la 5e édition, où nous reprenons la totalité de tous ces aspects. Sans plus tarder, je laisse la main désormais à Eduardo qui va vous parler de toute l'approche sur la partie infrastructure des systèmes d'IA. Merci Hakim, bonjour à tout le monde. Donc, parlons de l'approche d'Oracle. Je vais commencer par vous expliquer
par vous expliquant le partenariat qu'on a annoncé déjà il y a 2 ans, 2022. Euh, Nous avons annoncé un partenariat avec NVIDIA sur plusieurs années, visant à aider nos clients sur leurs projets d'intelligence artificielle. Tout ça en utilisant le meilleur de la technologie NVIDIA et bien évidemment le meilleur de la technologie du cloud Oracle. Euh, Sur le cloud Oracle, avec la technologie de cloud Oracle, on va vous proposer plusieurs options de GPU pour les workloads qui vont aller de l'IA, des workloads de petite échelle, on va dire, à des workloads de type de niveau intermédiaire ou à grande échelle. Pour les charges de travail les plus petites, par exemple, nous allons vous proposer des instances bare metal ou des machines virtuelles avec des GPU NVIDIA de type, par exemple, A10. Pour les charges de travail, les workloads plutôt évolutives, plutôt de niveau intermédiaire, nous allons vous proposer des machines virtuelles NVIDIA A100 ou L40S, par exemple, bare metal avec des GPU. Et pour les workloads les plus importants, nous proposons par exemple des NVIDIA à 180 gigaoctets ou H100. Nous avons aussi d'autres options, par exemple, qui peuvent être recommandées, y compris par exemple les cartes NVIDIA H200, B200 et Grace Blackwell. Alors, un peu plus de contexte aussi sur d'autres choses qu'on fait très bien chez Oracle. Il faut comprendre que la machine en fait que vous voyez à gauche, c'est ce qu'on appelle une machine Exadata. Donc une machine Exadata, c'est une plateforme de données conçue par Oracle pour traiter rapidement, efficacement les bases de données, les grandes quantités de données. Et en fait, ces machines, elles combinent des serveurs de base de données, des serveurs de stockage dans un système qui est optimisé pour faire des opérations d'analyse de données, de traitement par lot, des reporting, etc. Ces machines, vous allez les trouver dans le cloud Oracle, peu importe le type d'offre qu'on a, donc le cloud public, notre cloud souverain européen, mais aussi pour les approches de type, par exemple, le cloud privé comme Cloud at Customer ou Dedicated Region. Nous avons récemment, il y a 2, 3 semaines, annoncé une nouvelle version de Exadata qui s'appelle la X11. En fait, cette machine, elle est designée et optimisée pour faire la vector search, comme vous l'avez vu dans les minutes précédentes, donc la recherche vectorielle, avec des optimisations de software et de hardware qui sont spécifiques pour traiter l'AI dans toutes les plateformes. Vous allez trouver la technologie d'Exadata. Très important aussi, dans le cloud Oracle, la sécurité, comme vous avez compris, c'est un pilier qui est essentiel. Et dans le cloud Oracle, vous allez trouver plusieurs services de sécurité qui vont vous aider à mieux protéger vos workloads, IA ou pas IA de toute façon. Vous allez trouver des services en fait qui, par exemple, vont vous aider à bien chiffrer la donnée. Des services qui vont gérer vos utilisateurs qui vont accéder bien évidemment aux plateformes, mais aussi des services, par exemple, pour faire de la protection des DOS, des Web Application Firewalls, des Network Firewalls. Et tout ça, encore une fois, sur les différentes plateformes, les différentes offres cloud d'Oracle. Quelque chose d'important aussi, j'avais presque oublié, sachez qu'en parlant de gestion d'identité, le 11 février, nous avons un webinaire IAM prévu avec un retour d'expérience de l'école Mintech. Donc, je vous recommande fortement d'y aller si c'est un sujet qui vous intéresse. Et pour la dernière partie, sachez que Oracle participe activement à plus de 100 organisations de normalisation et à plus de 300 comités techniques, dont par exemple l'Organisation internationale de la normalisation, donc l'ISO, ou par exemple la World Wide Web Consortium, donc la W3C. Et nous construisons des produits basés sur des normes mondialement reconnues et nous consommons, contribuant et même gérant des logiciels afin d'offrir à nos clients cette interopérabilité, le choix et des coûts réduits. Dans le cas de l'IA, sachez que Oracle a participé au Senelec JTC 21. C'est quoi? Ça, c'est une commission technique qui a été créée pour développer des normes européennes en matière d'intelligence artificielle. Cette commission ce qu'a fait en fait, c'est de créer des normes qui vont permettre aux fabricants de prouver leur conformité avec le futur règlement européen sur l'IA qu'on connaît actuellement comme sous le nom de AI Act. L'AI Act,
c'est un rappel, en fait, ça fait partie d'une constellation d'autres réglementations comme le NIS 2, DORA, GDPR, en gros, qui vont toucher à la data dont l'AI fait partie. Et en gros, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une réglementation qui vise en fait qui vise à encadrer l'utilisation de l'IA d'une manière éthique, d'une manière responsable, tout en favorisant l'innovation. Elle a été adoptée le 13 mars 2024, elle a été publiée le 12 juillet 2024 et normalement elle entrera en vigueur le 1er août 2026. Et cette loi, elle divise, ce qu'elle fait en fait, elle va diviser les systèmes d'AI en trois catégories de risques. Donc, le premier, c'est le système à risque non acceptable, qui sont interdits. Le deuxième, c'est les systèmes à haut risque, tels que par exemple les outils de recrutement. Et tous ces systèmes, à ce niveau, sont soumis à des obligations strictes avant leur mise sur le marché. Et aussi, dernièrement, il y a les systèmes à faible ou nul risque qui sont largement laissés sans réglementation. Donc, en gros, elle prévoit vraiment aussi des obligations de transparence, d'évaluation et de notification des incidents pour les systèmes d'AI. Donc, voici pour ma partie. Ronan, je te passe la main pour le Q&A. Merci Eduardo, merci Hakim et merci Vincent pour vos interventions. Donc nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Avant de commencer, Eduardo vous en a parlé tout de suite, mais je voulais vous parler de notre prochain webinar Oracle en lien avec la session d'aujourd'hui. Donc en effet, nous vous proposons un webinaire sur la gestion des identités et des accès. Donc les inscriptions sont ouvertes, un événement qui aura lieu le mardi 11 février. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans le chat, qui vous est partagé dans le chat, ou à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran pour y consulter l'agenda et vous y inscrire. Donc voilà, Eduardo, je te redonne la parole pour gérer la session questions-réponses, pardon. Merci Ronan. Donc, nous avons quelques questions déjà dans le Q&A. Je pense que les deux premières vont être pour toi, Vincent. Je te lis la première. Quelles sont les différences entre les modèles d'embedding et les modèles LLM? Oui, bonne question, effectivement. Donc, dans le schéma, pour rappel, hein, donc il y avait effectivement la partie modèle d'embedding hein, pour construire ces vecteurs. Donc, la grande différence, elle est là hein, entre donc la construction en fait enfin, la représentation en fait des données en vecteurs. Hein. Donc, ça, c'est réellement la différence par rapport à des modèles de type LLM qui, eux, vont plutôt se baser sur le séquencement des textes. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la grande différence. L'autre grande différence, c'est réellement en fait l'utilisation. Hein. Donc, les modèles d'embedding vont pouvoir plutôt se concentrer justement sur la recherche sémantique, d'accord? Alors que les LLM vont plutôt travailler sur leur base de connaissances qui sont extrêmement beaucoup plus importants, donc sur des volumes de données très importants, et notamment aussi sur sur des données qui sont présentes sur Internet. L'une des différences aussi, c'est que du coup, les modèles LM sont entraînés à partir d'une date bien précise, d'accord? Et contrairement effectivement aux modèles d'embedding, hein, eux, mettent à jour régulièrement effectivement les données. Donc ça, c'est vraiment la différence, l'aspect temps réel. À partir du moment où un nouveau document ou une nouvelle information arrive dans le système, donc son vecteur est calculé pour bénéficier justement donc cette recherche de similarité, d'accord, entre la requête initiale de l'utilisateur et les données d'entreprise qui arrivent en flux continu. Euh, du coup, voilà, vous voyez, du coup, l'embedding, les modèles d'embedding de type, voilà, de type embedding, en fait, sont beaucoup plus petits hein, que les modèles d'entraînement des LLM, qui nécessitent justement un travail conséquent et une puissance conséquente pour fine-tuner ces modèles-là, donc les ajuster en fonction des données d'entreprise. Voilà donc les grandes différences entre les modèles d'embedding et les modèles LLM. Merci Vincent. J'ai une autre question, je pense aussi pour toi. Lorsque l'on fait du RAG,
Est-ce que des données sensibles peuvent être transmises au LLM? Si oui, comment s'en prémunir? Oui, tout à fait. Bonne question, effectivement. Là. Avec du RAG, donc, petit rappel, hein, c'est de pouvoir utiliser cette fonctionnalité de recherche par similarité pour enrichir justement donc, le prompt hein, qui est fourni par le LLM de manière à éviter ces hallucinations et surtout travailler en fait sur des données pertinentes par rapport à la question initiale. Donc, bien évidemment, donc, il y a des données sensibles qui sont transmises au LLM. Donc, si vous interconnectez votre RAG à un LLM public, potentiellement, vous pouvez avoir des fuites de données. Donc, c'est pour ça que des entreprises, notamment, interdisent l'utilisation de LLM public. Hein. Et c'est tout l'intérêt, justement, d'utiliser des solutions de type Oyama, donc, pour pouvoir, justement, donc, faire de l'inférence, en fait, hein, vous savez que les larges langages modèles peuvent être téléchargés et exécutés directement en local chez vous. Ça va vous permettre justement d'éviter de transmettre des informations, potentiellement des informations sensibles au prompt LLM dans votre processus RAG. Donc, typiquement, des données sensibles qui vont être transmises, bah, ça va être le résultat généré donc, de votre recherche par similarité sur la base des documents hein, qui sont stockés dans la base, bah, qui vont être transmises au moteur LLM sur la dernière phase. D'accord. Il va y avoir aussi, pourquoi pas aussi les métadonnées en fait de vos documents qui peuvent être transmises au LLM pour justement donc affiner cette recherche et avoir une réponse pertinente par rapport au contenu de vos données d'entreprise. Voilà. Donc l'idée c'est de créer ce pipeline RAG en utilisant voilà un fonctionnement interne sans avoir à passer par des LLM publics. C'est très clair, merci Vincent. Hakim, je pense que les questions suivantes sont plutôt pour toi. La première, c'est Label Security est-il compliqué à installer et à configurer? Alors, à installer, il n'y a rien à installer, puisqu'en fait, il est déjà dans le cœur du produit. Il faut utiliser l'Enterprise Edition. Il est déjà présent depuis très très longtemps. Hein. C'est vraiment pas un outil qui est récent. Il est très mature. En termes de complexité, non, je dirais il faut être plutôt rigoureux. Comme vous l'avez vu, il y a vraiment une cartographie des habilitations à faire, puisqu'avec Label Security, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez évidemment les personnes à identifier, les objets sur lesquels vous allez poser un label, et ensuite le fameux label. Ce qui permet en fait que ce trio puisse fonctionner correctement. Une personne a le droit de voir quelque chose sur un objet en particulier. À partir du moment où vous êtes plutôt, on va dire, rigoureux sur la manière de gérer cette cartographie, l'outil à déployer est vraiment très simple. Ça ne nécessite pas d'arrêter ou de redémarrer la base de données. Ce sont des formes de politiques et ces policies, en fait, vous pouvez en créer plusieurs sans aucun souci et de manière beaucoup plus complexe. Vous pouvez les contextualiser, il y a énormément de choses, hein, c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, je vous invite à aller voir le lab qui lui est dédié. Hein. Donc, vous tapez Label Security dans le lab et vous verrez comment on le déploie très facilement. Après, on peut le combiner. Hein. On peut le combiner avec d'autres outils. Donc, c'est aussi sa puissance, c'est aussi sa force. C'est pas qu'un outil qui est indépendant. Il peut vraiment interagir avec d'autres outils de sécurité. Donc là, on peut le rendre encore plus dur. Merci Hakim. Une autre question, en quoi DB-Vault et AVDF peut-il être utile dans ce type d'architecture RAG? Alors, DB Vault va vous permettre en fait de vous assurer que les personnes qui se connectent à la base de données, mais notamment les personnes qui ont des forts privilèges. Donc, ça peut être le user applicatif, ça peut être le DBA, bien entendu. Ce seront des personnes qui vont être en capacité de faire ce qu'elles ont à faire sans jamais enfreindre le grand principe qui est la séparation des pouvoirs, des responsabilités et le moindre privilège. Donc, DB Vault, en ce sens, est vraiment, vraiment pratique parce que très facilement et toujours côté base de données, vous pouvez vous assurer que les personnes qui ont un accès à la base de données font des choses dont elles sont habilitées. Et évidemment, dans un cadre d'IA, on pense tout de suite aux attaquants qui auraient évidemment envie d'usurper l'identité de certains utilisateurs à haut privilège et pour pouvoir justement aller exfiltrer de l'information
ou alors faire de la prompt injection de manière détournée. Et pour la partie AVDF, alors là, on a deux morceaux, en fait, dans Audit Vault et DB Firewall. Audit Vault va vous permettre d'auditer. Donc ça, c'est très utile pour la traçabilité. Je leur rappelais que c'est même plus recommandé, ça va devenir des obligations, notamment avec NIS2. Donc il faut tracer, il faut savoir ce qu'on fait sur une base de données, qu'est-ce qui s'y passe. La base vectorielle n'est pas du tout indépendante de cette nécessité. Donc à chaque fois que vous promptez, eh bien, on a la capacité de récupérer ces prompts et de pouvoir les historiser. Et DB Firewall, lui, a la capacité surtout de bloquer. Donc, à mesure qu'on commence à avoir une connaissance un peu fine de son système, eh bien, DB Firewall pourrait interdire certains prompts que l'on pourrait considérer comme étant vraiment trop de type attaque. Très bien, merci. Alors, on a pas mal de questions, mais on arrive vers la fin, donc je vais en sélectionner une dernière pour, je pense, vous deux. Je vous la lis. L'anonymisation classique irréversible est difficilement compatible avec la nécessité d'apprentissage des modèles de données. Donc, la meilleure solution de protection des données sensibles repose-t-elle uniquement sur du masking dynamique et quelles sont ses limites par rapport à l'anonymisation classique? Alors, encore une fois, le masking est intéressant dans la mesure où on a identifié des données sensibles et ce sont des données que l'on voudrait exposer, par exemple, à un système soit d'entraînement, soit de production pour pouvoir discuter. Donc, on a deux possibilités, soit le masking statique, donc c'est un masking où en fait on anonymise définitivement l'information sur disque sans aucun retour possible, on ne peut pas retrouver la donnée d'origine. Et le dynamique, lui, c'est à la volée, on ne touche pas à la donnée d'origine sur la base, mais à la volée, à l'affichage, on va lui appliquer un masque de, de, de formatage. Euh, les deux peuvent être utilisés, en fait, à vrai dire. Pour l'entraînement, on peut tout à fait, bien entendu, entraîner sur des données anonymisées ou même sur du fine-tuning, on peut le faire. Et si en revanche, vous estimez que la pertinence ne sera pas suffisante, on pourrait passer sur du dynamique. Dans ce cas-là, la base reste intouchée, mais ensuite, lors de l'entraînement, la phase d'entraînement, eh bien, on entraîne sur du masquage. L'idée du masquage, encore une fois, c'est de faire en sorte que votre LLM sache de quoi il parle sans divulguer des informations trop confidentielles. Donc, il garde une cohérence, puisqu'en fait, on ne masque pas avec des XXX, c'est pas l'idée. C'est de masquer avec des données qui sont quand même pertinentes, mais qui n'ont plus rien à voir avec la donnée d'origine. Donc on reste toujours cohérent, mais on fait attention à ne pas divulguer des secrets industriels, des secrets de type défense, etc. C'est parfait, bah, c'est tout de mon côté. Ronan, je te passe la parole. Parfait. Merci déjà pour l'ensemble de vos questions sur cette session qui clôture la semaine de la data et de l'IA. Merci beaucoup à nos intervenants, Vincent, Hakim et Eduardo. Petit rappel sur tous les contenus, donc tout sera disponible en replay dès la semaine prochaine. Donc vous recevrez un email avec tous les liens sur les replays et puis sur notre groupe LinkedIn Objectif Cloud Oracle. Donc vous avez également accès à tous ces replays. Merci à vous tous qui étaient connectés aujourd'hui. N'hésitez pas à profiter de ces replays et merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. À bientôt.